Bonsoir ou rebonsoir. Dans quelques instants, quand le camouflet tourne au calvaire, le calvaire de Vladimir Poutine. On ne fait pas souvent ça ici, mais il y a une image qui résume peut-être l'état d'esprit dans lequel se trouve une grande partie des élites russes, peut-être ce soir. Un présentateur de la télé publique qui fond en larmes, qui éclate en sanglots, à l'antenne, en direct. Écoutez, il s'appelle Boris Korchevnikov. Il éclate en sanglots littéralement à l'antenne. Regardez, c'était hier. За тебя идет умирать русский солдат. И вот теперь посмотри на этого умирающего за тебя человека. Посмотри на него и пойми, что он за тебя отдал свою жизнь. И вот подумай теперь, если ты даже тогда не сможешь изменить своего отношения к своей стране, то на тебя может ставить крест. То ты ничто, ты зеро, ты ноль, нечего тебя учить, ни патриотизму, ни человеку. Ты тлен, мусор. Господь. La colère d'un présentateur contre les Russes, parce que la mobilisation ne prend pas comme on pensait qu'elle prendrait en Russie, parce que l'armée russe n'y arrive pas. Et voilà un présentateur comme le symbole de ces élites russes, et peut-être de Vladimir Poutine, qui subissent camouflet après camouflet. Parce que ce ne sont plus 2 régions maintenant, mais 3 régions sur les 4 annexées officiellement vendredi dernier par Vladimir Poutine, qui sont désormais l'objet des contre-attaques victorieuses ukrainiennes. C'est sans doute la principale information du jour. 3 régions sur 4. Et on parle de la région de Lugansk, c'est-à-dire une région qui était contrôlée à 100% par l'armée russe, et qui désormais voit aussi ces forces ukrainiennes faire des incursions victorieuses. Alors, est-ce que cette armée, elle est exsangue? Est-ce qu'elle est à bout? C'est la question qu'on pose ce soir, notamment au vu aussi des nombreuses vidéos qu'on découvrira et qu'on pose avec autour de la table ce soir François Hesbourg. Bonsoir François Hesbourg, merci d'être avec nous, conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique. Soyez le bienvenu. On a le plaisir aussi d'accueillir Anne de Tinguy. Bonsoir Anne de Tinguy, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Vous êtes l'auteur du Géant empêtré, La Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. C'est un livre qui est sorti là, ces dernières semaines, aux éditions Perrin. Et vous êtes l'une de celles qui connaît très bien la Russie d'aujourd'hui. Je ne dis pas la mécanique du Kremlin, parce que personne ne peut se vanter de la connaître vraiment si on a bien compris. Mais vous étiez en Russie encore très régulièrement avant le confinement. Depuis le confinement, c'est beaucoup plus difficile de s'y rendre. Aujourd'hui encore, notamment quand on est française. Mais voilà, vous êtes une des grandes connaisseuses de la Russie d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Bonsoir Dominique. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et on a le plaisir d'accueillir Jean Quatremer. Bonsoir Jean, correspondant à Bruxelles pour Libération, l'un des grands spécialistes de la presse française pour ces questions européennes. On parlera tout à l'heure de la Pologne et du nucléaire. La Pologne souhaite que les États-Unis installent sur son sol des armes nucléaires parce que la Pologne a peur. La Pologne a peur de la Russie. La Pologne est frontalière de l'Ukraine. Elle est aussi frontalière de la Russie. Avec Kaliningrad. Avec Kaliningrad, le territoire de Kaliningrad de l'autre côté. La Pologne veut installer sur son sol des armes nucléaires américaines. On l'évoquera également. Mais juste avant, jusqu'où doit ou peut aller une guerre? Quelles armes peut-on utiliser? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, en particulier quand on est un pays envahi par une puissance extérieure? Est-ce qu'on a droit à tout? Ce sont les questions qui se posent et je voudrais vous faire réagir à cela après les révélations fracassantes du New York Times et qui changent un peu le regard qu'on peut avoir sur l'appareil d'État ukrainien et sur ses capacités. Selon le très réputé quotidien, c'est un petit coup de tonnerre, les services d'action, les services secrets ukrainiens agissent sur le sol russe et organisent des opérations d'élimination sur le sol russe. En particulier, ce sont eux qui sont derrière l'attentat qui a coûté la vie à la fille d'Alexandre Douguine, le fameux idéologue, l'un des idéologues du Kremlin. Donc évidemment, ça change un peu le regard. Voyons d'abord ce qu'il en est précisément. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on de ce qui s'est passé précisément et de l'implication des services secrets ukrainiens?
Bien d'abord, rappelons ce qu'évoque le New York Times, l'assassinat de Daria Dugina. Elle avait 29 ans, journaliste russe, militante d'extrême droite et surtout fille d'Alexandre Dugin, 60 ans, effectivement l'un des idéologues russes pro-Kremlin les plus en vue. Et certains y voient même le maître à penser de Vladimir Poutine. Et c'est d'ailleurs sans doute lui qui avait été visé dans cet attentat. C'était le 20 août dernier, près de Moscou. Daria Dugina avait justement emprunté la voiture de son père et sur l'autoroute, cette même voiture avait explosé. Une charge avait été placée sous le châssis. L'attentat n'avait donc fait aucun doute. On s'était perdu à ce moment-là en conjecture. S'agissait-il d'un groupe russe d'opposition à Vladimir Poutine, d'un règlement de compte chez les Faucons ? Eh bien, à l'époque, on l'a un peu oublié, mais les Russes avaient pointé la responsabilité de Kiev en ciblant notamment cette femme ukrainienne qui avait fui en Estonie après les faits. Et aujourd'hui, ce sont donc les services américains, d'après le New York Times, qui le disent. Il s'agissait bien des services secrets ukrainiens. Ce sont bien eux qui étaient derrière cet attentat. Oui, et ça serait un changement majeur dans cette guerre parce que ça voudrait dire de fait qu'ils sont capables d'amener ce conflit sur le sol russe. Alors voilà ce que révèle le très sérieux New York Times. Des éléments au sein du gouvernement ukrainien ont autorisé l'attentat à la voiture piégée qui a tué Daria Dugina. Plus intéressant encore, les journalistes ajoutent que depuis le début de la guerre, les services de sécurité ukrainiens ont démontré leur capacité à pénétrer en Russie pour mener des opérations de sabotage. Petite précision, le journal n'indique pas quel membre du gouvernement ukrainien aurait autorisé cette mission et on ne sait pas non plus si le président Zelensky lui-même l'avait approuvé. Pourquoi ces révélations ont-elles un retentissement aussi important ? Eh bien parce que ça veut dire que les Ukrainiens sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus affûtés qu'on ne le pense et qu'ils ont effectivement la capacité d'organiser des opérations très ambitieuses sur le sol russe. Imaginez dans un pays très surveillé comme la Russie, les agents ukrainiens ont dû entrer eux-mêmes, sans doute avec une couverture, des explosifs ont dû être acheminés ou bien achetés sur place auprès de réseaux clandestins et ensuite il a fallu les installer sous la voiture, alors même qu'on le sait, la famille Dugin est très protégée. En clair, les Ukrainiens seraient donc capables de déjouer la surveillance du FSB. Et d'un mot, Justine, c'est donc la presse américaine qui fait cette révélation sur la foi de renseignements américains, et ça a son importance. Oui, justement, ça a son importance parce qu'on a presque l'impression que les États-Unis dénoncent leurs alliés. Alors pour quelle raison ? Eh bien, le New York Times répond à cette question. D'abord parce que les Américains eux-mêmes étaient pointés du doigt par les Russes comme possibles commanditaires. Et puis ensuite parce que Washington désapprouve ce type d'action. Toujours selon les journalistes du New York Times, nous serions opposés à ce meurtre si nous avions été consultés. Voilà ce que dit la source du New York Times au sein des renseignements américains. Washington indique même avoir, je cite, réprimandé les responsables ukrainiens. Pourquoi ? Eh bien parce que pour eux, cela représente un risque d'escalade qui serait trop important. Alors, le mot meurtre fait beaucoup réagir, mais on en parlera. On verra si ce genre d'action peut être justifiable ou pas, lors d'une guerre comme celle-là. Et qu'encore une fois, quand on est un pays envahi. Simplement, Justine, est-ce qu'on peut imaginer que les Ukrainiens ont orchestré d'autres assassinats ? D'autres attentats sur le sol russe. Et on pense bien sûr à ces oligarques qui ont disparu les uns après les autres, alors même qu'ils étaient très alignés dans leur discours sur celui du Kremlin. Eh bien, au vu de ce qui a été fait pour Daria Dugina, effectivement, ça peut paraître plausible. On vous a souvent fait le récit de ces accidents, entre guillemets, chute d'un bateau, chute d'une fenêtre, dégringolade dans les escaliers. Mais à ce stade, effectivement, ce ne sont que des questions que l'on se pose. Et le New York Times ne fait pour le moment aucune mention de ces affaires-là. Voilà, cette épidémie de troubles de l'équilibre du côté des oligarques et des responsables russes. Merci, Justine. Alors, il y a deux questions. Est-ce que c'est justifié, justifiable ? Mais d'abord, est-ce que c'est vraisemblable ? Est-ce que ça vous surprend ? Ou est-ce que c'est tout à fait vraisemblable que les services ukrainiens opèrent en territoire russe sur des opérations ciblées comme celle-là, François Hesbourg ? La dernière grande guerre qu'a conduit la France, c'était en Algérie. Et je crois que le service action du SDEC, à l'époque, avait commis un certain nombre d'attentats, parfois très rentables, puisqu'ils ont visé notamment des marchands d'armes allemands qui trafiquaient avec les FLN algériens. Mais là, c'est la Russie. Non, mais là, je parle de la France, là.
Pour la France, c'était parfaitement admissible. Ah, là, vous parlez du côté admissible. D'abord, est-ce que c'est posez la question, est-ce que c'est admissible? Non, ma première question, c'était est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que, pour vous... Écoutez, soit c'est vrai, soit c'est faux. On ne va pas commencer à faire du commentaire sur le thème de la vraisemblance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une personne qui a été tuée, dont on n'est pas certain d'ailleurs si c'était la personne visée. Par contre, est-ce que ce genre d'action a effectivement lieu? Oui, ce genre d'action a eu lieu. La preuve, c'est que la France, dans des circonstances pas totalement dissimilaires, a opéré de cette façon, y compris contre des cibles étrangères, y compris à l'étranger, tout comme le fait le Mossad lorsqu'il s'agissait d'éliminer des trafiquants d'armes avec l'Irak. Donc, partir du principe que ce genre de choses est exceptionnel au point où un journal censément plus sérieux que d'autres en parlerait. Je ne vois pas pourquoi le New York Times est considéré comme étant particulièrement sérieux. C'est une référence. C'est une référence dans la presse américaine. Et quant à nos amis américains, je ne crois pas qu'ils aient pris autant de gants après le 11 septembre lorsqu'il s'agissait d'assassiner, et à juste titre, j'ajoute tout de suite que j'approuve, que l'élimination de tel ou tel salopard d'Al-Qaïda ou de Daesh, personne ne trouvait ça particulièrement choquant. Donc il faut quand même commencer par remettre un tout petit peu en perspective. Non, la question, si je la posais, c'est parce qu'on imagine, mais peut-être à tort, l'Ukraine comme un petit pousset et la Russie comme une dictature particulièrement solide et organisée. Et on avait peut-être du mal à imaginer que les services ukrainiens pouvaient organiser des opérations comme celle-là sur le sol russe. Je pense que là, il n'y a aucun doute sur leur capacité à le faire. D'abord, des Ukrainiens s'infiltrant en Russie, c'est quand même relativement facile. C'est pas très compliqué. Il y a la logistique derrière, mais ils savent faire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans cette affaire, c'est la fuite organisée par les services américains pour révéler cette affaire. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, la Russie contre les États-Unis. Et là, les États-Unis disent, c'est pas nous. Nous, on ne va pas frapper chez vous, vous comprenez? Nous, on ne vous fait pas la guerre directement chez vous. Mais de là à dénoncer un allié... Mais oui, mais il n'est pas impossible que les Américains n'aient pas... Enfin, il est même quasiment certain qu'ils n'ont pas complètement la main sur les services ukrainiens. Et que les services ukrainiens n'en font qu'à leur tête. Et là, les Américains veulent donner un gage aux Russes en disant, vous voyez, c'est pas nous qui vous... Ils veulent calmer le jeu. Oui, non, mais ils veulent se défausser. C'est pas nous qui vous faisons la guerre. Puisque vous nous accusiez, nous, on vous dit, c'est pas nous, on a fait une enquête, et on peut vous dire que c'est d'autres. Et après, on va sur la légitimité, etc., des opérations. Oui, mais venons-en à cette légitimité. C'est une question importante. François Hesbourg, il dit clairement, bien sûr que c'est légitime, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Enfin, j'ai pas dit si c'était bien, si c'était légitime. Vous dites que ça se fait couramment. Dans ce genre de guerre entre États, ou entre États et groupes constitués, ce genre de choses arrive, et assez fréquemment, y compris de la part de démocraties véritables comme la France ou Israël ou les États-Unis, et que donc il ne faut pas... Est-ce qu'il faut les en blâmer, les Ukrainiens, de faire des actions comme celle-là, ou pas? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui était reproché à la cible ou pas. Et je ne sais pas qui est la cible. Donc c'est la cible, c'était Alexandre Douguine. Je ne sais pas. Non, mais probablement. Oui. Probablement. Probablement, mais vous n'en savez rien et je n'en sais rien. Je veux dire, c'est le propre de ce genre d'affaires. Ils ont changé de voiture au dernier moment. C'est lui qui devait conduire cette voiture, en tout cas, c'est ce qu'on sait. Maybe. Et vraisemblablement, c'est parce qu'il est l'un des idéologues de de Poutine et de cette tendance Poutine de ces dernières années. Est-ce que vous savez que c'est le mobile? Est-ce que vous savez que c'est le mobile? Parce que honnêtement, avoir un idéologue qui le conseille aussi mal, c'est quand même très précieux. Vous n'allez pas vouloir l'éliminer. Alors là, c'est non, mais sérieusement. D'une certaine façon, est-ce que c'est la bonne cible? Et est-ce que, je ne critique pas l'action, je critique la cible. Est-ce que ça a un intérêt de neutraliser, puisque c'est le terme qu'on utilise généralement là-dedans, un idéologue de cette affaire-là? Est-ce que ça a un intérêt stratégique? Parce qu'une opération comme ça ne peut être qu'une opération décidée à un haut niveau stratégique. Et là, effectivement, moi je suis comme François Hesbourg, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la bonne cible. Pour poser la question autrement, et pardon pour cette expression triviale, est-ce que c'est de bonne guerre? Quand on est un pays envahi, oui, c'est de bonne guerre. Mais oui, c'est de bonne guerre. L'Ukraine est en guerre contre la Russie.
Et donc, la guerre est une guerre hybride, en outre. Donc, il est tout à fait, pour moi, c'est un acte de légitime défense d'opérer des attentats sur le territoire d'une puissance qui l'a envahi. Et ce n'est pas le seul coup qui a été perpétré par les Ukrainiens sur le sol russe. On ne sait pas tout, mais quand même, rappelons-nous les opérations qui ont eu lieu en Crimée, les opérations qui ont eu lieu à Bielgorod. Et donc, je trouve qu'il est légitime de la part des Ukrainiens, si c'est confirmé, ce que je ne sais pas, d'opérer de telles actions. Ils n'ont pas réagi à ces dernières révélations. Donc, bon... Rappelons-nous aussi quand même qu'au début de la guerre, tout à fait explicitement, le président Zelensky était l'ennemi numéro 1 de la Russie quand même. Donc sa vie était en danger. Et d'autre part, la Russie a opéré des attentats sur le territoire de pays étrangers au fil des années en temps de paix et non pas en temps de guerre. Je fais référence, par exemple, sur le sol britannique à Alexandre Litvinenko en 2006, à Sergei Skripal. Un ex-agent des services spéciaux russes. Oui, mais enfin quand même sur le territoire de la Grande-Bretagne. Et il n'y avait pas, c'était pas des pays en guerre. Et donc quand M. Poutine dit que c'est un attentat ignoble, c'est pas probable, c'est sûr qu'il a fait bien pire. Légitime défense. Juste, si vous me permettez, juste un dernier mot, parce que quand on s'interroge sur les mobiles, il faut se rappeler que personne, aucun pays n'aime les attentats, aucune population n'aime avoir des attentats sur son sol. Mais pour les Russes, les attentats, c'est quand même un souvenir... est extrêmement malheureux, parce que dans les années 90, il y a eu de très nombreux attentats. C'était pour la plupart des règlements de compte, et donc pour des raisons qui étaient probablement en grande partie financières. Il n'en reste pas moins que n'oublions pas que M. Poutine avait promis à sa population la stabilisation. Et donc, un attentat, éventuellement le retour des attentats, pour la population russe, ça c'est un très très mauvais souvenir. Et d'un mot, est-ce qu'on peut imaginer que certains de ces oligarques auraient pu être éliminés aussi en raison de leur soutien à Vladimir Poutine, en raison de leur participation à la machine nationale russe, par les services secrets ukrainiens? Alors ça, personne ne peut le dire. Moi, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là parce que je n'ai absolument aucune information ni dans un sens ni dans un autre. Certaines choses sont possibles, mais bon, ça, c'est très difficile à dire. Un avis, un sentiment là-dessus? Oui, deux observations. La première, c'est qu'en général, il ne s'agissait pas d'oligarques, mais d'employés de très haut niveau, très bien payés, ainsi de suite, mais pas ce qu'on appelle communément un oligarque comme Berezovski l'avait été en son temps, que sais-je. Et d'autre part, ce que l'on peut retenir, et qui n'est pas une réponse à votre question, ce que l'on peut retenir, c'est que l'Ukraine, elle a une frontière qui fait quand même plus de 1500 kilomètres de long avec la Russie. J'allais dire, la plupart des Ukrainiens savent parler suffisamment bien le russe pour qu'on ne les confonde pas avec des Ukrainiens lorsqu'ils vont en Russie. L'inverse n'étant d'ailleurs pas tout à fait vrai. C'est plus difficile pour un Russe de se faire passer pour Ukrainien en Ukraine. Autrement dit... Vous voulez dire que ce n'est pas forcément insurmontable de rentrer en Russie? Non seulement ce n'est pas du tout insurmontable, mais il ne faut pas oublier que les Ukrainiens et les Russes étaient quand même en guerre régionale, mais en guerre quand même. Il y a eu 14 000 morts dans le Donbass entre 2014 et 2022. La guerre en tant que telle entre les deux pays, elle est relativement ancienne. Autrement dit, les Ukrainiens ont eu largement le temps de monter leur réseau en Russie, et je ne doute pas un seul instant que la Russie soit infiltrée jusqu'au trognon par les services ukrainiens. Légitime défense pour vous, Jean, aussi? Non, je ne vais pas répéter la même chose, parce qu'on est tous d'accord, je crois, sur ce plateau. Moi, je voudrais dire une nouvelle fois que ce qui m'étonne, c'est votre étonnement. Non, mais je pose la question. C'est l'étonnement de la capacité des Ukrainiens, encore une fois, depuis le mois de février.
on s'est planté, mais dans les grandes largeurs. On avait dit qu'ils allaient perdre rapidement, que les Russes allaient se balader pendant 3 jours, voire 3 semaines. Puis après, on avait proposé à Zelensky de l'exfiltrer. De partir. Il avait dit, moi, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Ensuite, on a dit que ça allait, le front allait se figer, il n'allait plus bouger pendant des années. Ça allait être 14-18. On s'est planté à nouveau. Bref, on arrête. Et là, maintenant, on découvre que les services secrets ukrainiens, ben, mon Dieu, ils sont efficaces et qui sont capables de mener des actions exactement au même niveau que celles de la CIA américaine qui passe son temps à flinguer des gens sur la planète entière. Les Français, les services français, je vous rappelle quand même que François Hollande raconte lui-même dans le livre de Davé et l'homme qu'il a donné, vous savez, un président ne devrait pas dire ça, qu'il a lui-même donné l'ordre d'éliminer des opposants, des terroristes supposés, donc sans aucun jugement. J'adore l'Ukraine, mais quand on compare le Mossad, les services secrets français, grande puissance militaire ou les services secrets américains, c'est vrai qu'on se dit c'est pas forcément au même niveau. François, je voudrais juste terminer, si vous me permettez, François. Mais simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a une sous-estimation permanente. J'ai encore relu un dossier qui a été paru à la fin de l'année dernière sur l'état de préparation des forces ukrainiennes à la guerre. Vous relisez ça aujourd'hui, c'est juste fascinant. C'est un plantage dans les grandes catégories. Et je pense que, vous savez, pendant tout le mois de décembre, tous les Européens, enfin les OTANiens, donc à Bruxelles, moi j'ai vu beaucoup d'ambassadeurs à ce moment-là me disent on va vers la guerre. Parce qu'il y a trop de troupes qui sont massées. Alors pour l'instant, on n'a pas encore, on ne voit pas arriver vous savez, du sang, des infirmeries, etc., sur le front. Donc on ne pense pas qu'ils vont attaquer tout de suite. Mais on va vers la guerre. Et à ce moment-là, les Ukrainiens n'arrêtaient pas de répéter mais non, il n'y a aucun risque, ils ne vont pas nous envahir. Et qu'est-ce qui se passait en réalité? Et là, on s'en aperçoit. C'est quand, et je suis absolument persuadé qu'ils se préparaient, qu'au contraire, ils envoyaient le message à Moscou. On est naïf, évidemment qu'on ne croit pas que vous allez nous attaquer. Et par derrière, on voit que, en réalité, ils ont sans doute infiltré très largement. C'était du bluff. Il y a du bluff. Moi, j'en suis persuadé. Halte au feu, Jean. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Ukraine est un pays de 40 millions d'habitants, un peu plus d'ailleurs, qui était le deuxième centre de l'activité économique de l'Union soviétique, dont une bonne partie des élites étaient issues. C'est un pays qui a participé pleinement à la Grande Guerre patriotique, comme il l'appelle, la Deuxième Guerre mondiale. L'Ukraine, c'est pas un petit chose. Ouais, c'est une vraie puissance avec sa culture, etc. etc. Par contre, non, les Ukrainiens ne croyaient pas à la guerre parce qu'ils ne pensaient pas que Poutine allait être suffisamment fou pour lancer une opération. Non, pardon, moi j'ai mes renseignements, chacun a les siens, mais moi je vous livre les miens. Les miens, c'était que non, on ne pensait pas qu'ils allaient, sur la base d'un plan aussi fantasmagorique, attaquer. Et le paradoxe, c'est que les Russes, le premier jour, ils ont failli réussir. S'il n'y avait pas eu les Digus qu'il y avait à l'aéroport à Hostomel, les Russes seraient entrés dans Kiev le premier jour. Un seul sujet avec vous et on pourrait faire 2 heures. Mais on avance parce qu'il continue à se passer des choses. Et là, avec cette contre-attaque qui avance maintenant dans le Lugansk, ce qui donne son relief à cette nouvelle offensive, c'est que, depuis un mois, sur les 4 régions annexées depuis vendredi dernier par la Russie, il y avait la première contre-attaque victorieuse, c'était dans le Donetsk, d'abord autour de Kharkiv, puis elle était rentrée dans la région du Donetsk. Ensuite, depuis la fin de la semaine dernière, contre-attaque victorieuse dans la région de Kherson, donc une 2e région annexée. Et voilà maintenant que dans cette région de Luhansk, une 3e région annexée, il y a aussi une contre-attaque qui commence à produire ses effets. Donc c'est pour cela qu'on se demande si ces camouflés en série pour Vladimir Poutine ne tournent pas au calvaire, d'autant qu'un certain nombre de scènes sont diffusées de l'intérieur de cette armée russe, ou d'autres filmées par l'armée ukrainienne, mais des scènes stupéfiantes, vous allez les découvrir aussi, qui alimentent cette idée que ça ressemble à une déroute. Ça ressemble à une déroute générale, mais est-ce le cas ou est-ce qu'il y a un effet de loupe? C'est toujours la question qu'il faut poser. D'abord, les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord cette 3e contre-attaque, enfin cette 3e région qui fait l'objet d'une contre-attaque, donc après Kherson, après Liman, ça y est, les Russes sont aussi à la peine dans une 3e région parmi les 4 qu'ils ont annexées.
Et oui, on ne parle que de 10, 15, 20 kilomètres, mais ces kilomètres changent beaucoup de choses parce que ça y est, vous l'avez dit, le front s'est déplacé de l'autre côté de la frontière du Louhansk. Et le Louhansk, c'est non seulement effectivement une troisième région, mais c'était la seule région occupée à 100% par les Russes et que l'on pensait presque irrécupérable. Et bien même là, ils sont donc forcés de reculer. Voyons le détail. Ici, à cet endroit, très précisément, ce pic, ils sont repliés d'une vingtaine de kilomètres jusqu'à cette rivière, la rivière Krasna. Ça, c'est pour le symbole et c'est très important. Mais il y a davantage, c'est qu'un peu plus au sud, sur cette partie du front, ils ont reculé, là aussi, et les Ukrainiens ne sont plus qu'à une vingtaine de kilomètres de Lysychansk et Severodonetsk. Ça vous dit quelque chose, David, Severodonetsk? C'était l'une des plus grandes villes prises par les Russes, une conquête majeure au printemps, après 2-3 mois de combat. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est à nouveau à portée des canons ukrainiens. La portée de ce qui est en train de se passer est résumée par le gouverneur ukrainien de la région, Sergueï Haïdaï. Hier, il a annoncé triomphalement, peut-être un peu vite d'ailleurs, la libération de cette région. Це можна говорити офіційно. Деокупація Луганської області розпочалась. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, від російських окупантів. Ті всі вояки, вони розуміють, що контрнаступ він просто неминучий. Alors, comment expliquer ce recul des Russes dans une troisième de leur région, des régions qu'ils ont, entre guillemets, annexées? Et c'est là qu'on va découvrir quelques images vraiment étonnantes. Eh bien exactement, David, pour les mêmes raisons que dans les deux autres régions, avec même cet aveu à la télévision publique russe, il faudrait au moins 2 mois pour que la Russie puisse mener une contre-attaque efficace, selon ce reporter. Écoutez. В этой связи, когда будут изменения первые на фронте, позитивные для России? Успешных больших наступлениях это месяца 2, наверное. Вот. Если мы говорим о стабилизации линии фронта, это завтра. Ну, то есть 2 месяца ждем. C'est-à-dire 2 mois donc avant que la mobilisation partielle, soi-disant partielle en Russie, puisse produire des effets qui permettraient à la Russie de reconquérir certains de ses territoires, autant dire une éternité. Mais on reçoit donc aussi depuis 24 heures une foule d'images accablantes à propos de cette mobilisation en Russie. Oui, et la première illustre ce que certains observateurs commencent même à appeler une mutinerie. Regardez, c'est ici, à la gare de Belgorod. On est là en territoire russe, seulement à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Ces soldats que vous voyez sont sur le point d'embarquer dans ce train pour partir au front. Mais ils sont furieux et on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont prêts à se battre. Первый день, как только мы приехали сюда, мы жили на улице. И во второй день. И в третий. 90% людей, которые находятся здесь, больны. Вооружение 70-х, 80-х годов. Все, выкладывай. Температура, люди болеют, пневмония, заболевания, у всех температура. Каски сминаются пальцем. У большей части состава нет ни касок, ни бронежилетов. Autre image, autre réclamation. Cette fois, on fait un bond dans les profondeurs de l'État russe, dans la région d'Omsk, à 2700 km à l'est de Moscou. Et là, c'est la question de la solde, du paiement des soldats qui est posée sans détour, très crûment. Écoutez ce soldat. Ставили свои семьи дома, у кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос. Первое, это будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки, потому что семьи наши очень в этом нуждаются. Voilà, on part pas vraiment la fleur au fusil, loin de là. Et puis, est-ce une conséquence ultime de cette désorganisation et de ces pénuries, de la grogne? Il y a une vidéo qui fait beaucoup parler depuis 24 heures, surtout depuis ce matin. Pour la première fois, on assiste sur le vif, semble-t-il, à la reddition de soldats russes. Oui, j'ai vu des centaines de vidéos, David, depuis le début de ce conflit, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir assisté à une telle scène. Des soldats de Moscou qui se rendent. Regardez, c'est ce que vous voyez à l'image. On voit ce char qui avance dans un champ. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, on distingue des taches blanches. Ce sont 2 drapeaux blancs pour la paix sur le canon et sur la tourelle. Au premier plan, vous le voyez, il y a des soldats ukrainiens qui sont
replié, protégé derrière une butte. Puis, à mesure que ce char avance, on voit les premiers soldats ukrainiens qui sortent de derrière cet abri naturel. L'un d'eux s'avance, vous allez le voir, la main en l'air, et puis on les voit donc se rapprocher de ce char. On comprend alors qu'ils ont compris, mais ils semblent très prudents, voire on peut le dire un peu nerveux. Suite des opérations, le char arrive tout près d'eux, il s'arrête, tous les soldats sortent, ils sont arrivés devant le char, ils sont sur le qui-vive, leurs fusils pointés sur les Russes. Deux d'entre eux, même un peu plus, s'approchent du char, et c'est à ce moment-là, vous le voyez, que des soldats russes surgissent de l'intérieur du char. Ils se déplacent relativement lentement, ils ne portent visiblement aucune arme, ils sortent même, vous le voyez, les mains en l'air, puis descendent du char. Les fusils des Ukrainiens sont toujours pointés sur eux, et les voilà qui s'allongent au sol, face contre terre, les mains sur la tête. Le conducteur du char sortira juste après. Et puis vous le voyez, les soldats ukrainiens se rapprochent, ils les encerclent, les encadrent. Chacun conserve son calme, aucun n'est tiré. Incroyable, incroyable scène. Alors vous dites qu'elle vous laisse une drôle d'impression, Fanny. Oui, de toute évidence, cette reddition russe n'est pas tout à fait spontanée. Elle n'est pas non plus factice. Il s'agit bien d'un char russe, des soldats russes. On aperçoit des signes de nervosité, mais on imagine assez facilement que ces soldats ukrainiens en vidéo ont été prévenus de ce qui allait se passer. Et pour cause, depuis quelque temps, l'armée ukrainienne a mis en place ce groupe sur l'application Telegram et un numéro, type numéro vert, que les Russes peuvent appeler pour se rendre à l'armée ukrainienne. Cette hotline aurait reçu 2000 appels de soldats russes ou de leurs familles. Et de toute évidence, encore, cette vidéo abondamment diffusée, s'inscrit dans une action de propagande de l'armée de Kiev. Quelle propagande ? Eh bien, tout simplement, regardez, faites comme eux, ils sont bien traités, il ne leur arrive rien, leur anonymat est en plus garanti. Autrement dit, vous ne risquez rien à vous rendre. J'ajoute, David, que des primes sont même proposées aux soldats qui se rendent.